Voilà, donc l'exercice 3-4. Hop. Donc, c'est le plan incliné. C'est 3-5, excusez-moi. Parce que moi, comme j'ai une notation de l'année dernière, et l'année dernière, c'était un 3-5. Donc, je vais essayer toujours de prendre la même technique que ce qu'on a d'habitude. Donc, je corrige vite, parce que c'est quelque chose que vous êtes censé avoir fait en cours chez vous. Donc, c'est un problème très simple. Vous avez ici un coefficient alpha. Et vous avez ici un plan, une masse M. Donc si on regarde les forces qu'il y a là-dessus, vous avez ici un poids mg. Ici une force qu'on appelle T en général. Ici une réaction R. D'accord. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. Donc on a ici une accélération A. Donc si on prend un repère qui est comme ça, on va le prendre dans quel sens vous voulez le prendre? Allez, on va le prendre dans ce sens-là. D'accord. Alors c'est toujours pareil, les repères c'est complètement arbitraire. Alors là je l'ai pris dans un sens un peu tordu parce que c'est pas le sens habituel. Donc hier on a discuté de ça avec des gens en TP. Vous le prenez dans le sens que vous voulez. Alors ici effectivement il est un peu bizarre parce qu'il n'est pas dans le sens direct. C'est simplement c'est plus facile. D'accord. Donc ça c'est la partie 1 de ce que j'appelle la méthode, ma méthode à moi. La partie 2 je refais la même chose. Mais simplement je représente que les forces. Et si je représente que les forces, alors ce coup-ci j'ai T qui est comme ça, j'ai R qui est comme ça. Alors je mets les vecteurs si vous voulez. Je mets ici la force qui est comme ça. Alors où est mon angle alpha? Ça c'est un tout petit peu... faut savoir les récupérer. Les angles alpha ils sont ici. J'ai l'accélération qui est là. D'accord. Donc j'écris que somme des forces égale ma. Somme des forces est égale à ma. Le vert, vous voyez pas bien. Ouais, ben, je le ferai en rouge, en je sais pas quoi. Faudrait que je trouve une autre catégorie de couleur. Normalement, je peux avoir à peu près ce que je veux. Mais bon, il faudrait que je trouve autre chose. Somme des forces égale ma. Donc on va regarder que sur l'axe X, parce que l'axe Y, nous intéresse pas. Alors je vous rappelle que vous êtes censé l'avoir fait chez vous. Donc ça, c'est uniquement une correction. D'accord. Donc vous avez simplement T est égal à mg T est égal à mg sinus alpha. Ok. Et sur l'axe Y, sur l'axe OY, vous avez R qui est égal à mg cosinus alpha. Ok. Bon, puis là, une fois qu'on en est là, alors le coefficient de frottement, il est noté comment dans cet exercice? Je ne sais plus comment vous le notez. Vous notez K ou mu, vous notez comment Alors, bon, on va le noter comme vous voulez. Donc on va noter K, si vous voulez, donc le coefficient de frottement. Donc on va noter que T. Alors vous déjà, vous allez vous déplacer ici, tenez, ça vous fera du bien. Voilà, vous mettez. Non, mais vous n'arrêtez pas de parler avec votre voisine, je l'entends d'ici. Ouais, mais ça ne vous empêche pas de parler, j'entends d'ici. Vous prenez vos affaires, vous venez là. Ouais, au moins vous serez là, vous ne serez pas plus mal. Quoi? Bon, bah alors restez là-bas, la prochaine fois que vous parlez, vous sortez, on est d'accord? Donc, le coefficient de frottement, c'est T égale K fois R. Donc, vous réinjectez ça dans vos équations. Et vous écrivez simplement que K fois R est égal à mg sinus alpha. Et vous avez R qui est égal à mg cos alpha. Pardon, excusez-moi, mg cos alpha. D'accord. Et puis à partir de là, vous tirez très simplement ce qu'on vous demande, c'est quoi d'ailleurs?
On vous demande quoi? On vous demande de trouver quoi? On vous demande le coefficient de frottement. Donc on vous demande en fait le coefficient de frottement. Donc ici, vous avez simplement vous remplacer dans le R ici, et vous obtenez que K facteur de mg cos alpha est égal à mg sinus alpha. Et vous obtenez simplement que K est égal à tangente alpha, ce qui est la définition de K. Voilà. Ok. Le premier schéma, ouais. L'angle alpha. Ouais. Pourquoi il est là? Non, je sais pas il est là, mais sur le schéma numéro 1, ouais, il est bien entre MG et... Alors, sur le premier schéma, il est là. Je vais vous montrer où il est. Ouais, il est bien. Ouais, il a trouvé. Il est là, alpha. Pourquoi il est placé là pour le 2 Dans l'axe du 2, pourquoi il est placé là? Là? Ouais. Ah ben c'est simplement, vous prenez ce schéma-là et vous faites tourner. Prenez votre feuille et vous tournez vos yeux comme ça. Bah vous verrez qu'il est là. Tournez votre feuille, vous verrez qu'il est là. Et juste fait tourner la feuille là. Donc K égale tangente alpha, ça c'est la définition. Bon. Alors combien l'avait préparé cet exercice? 1, 2, 3. Bon, c'est bien. Alors à la vitesse où je le corrige là, je pense que ceux qui l'ont pas préparé, j'en étonnerais qu'ils me suivent. Bon allez, suivant. On avait écrit que A était égal à 0, donc on avait une équation particulièrement facile. Là, on va avoir A qui est différent de 0. Donc, alors, question 2. Est-ce que vous l'avez préparé cet exercice? Bon, alors ça va à la vitesse où ça va. Et puis voilà, on va pas passer 2 heures sur un exercice, vous êtes censé l'avoir préparé. D'accord, c'est transparent, ils seront mis sur Moodle. Vous le récupérerez et vous travaillerez dessus. Alors, deuxième question, on lance maintenant le truc sur un plan incliné. On le lance depuis le bas. Ok? Donc on a toujours notre angle alpha. Et maintenant, vous le lancez vers le haut, avec une vitesse V0. À votre niveau, il faut commencer à être responsable de ce que vous faites. D'accord? Vous ne préparez pas les choses chez vous. On ne va pas ralentir tout le monde pour vous. Donc vous lancez le pavé avec une vitesse V0. La question, c'est où c'est qu'il va s'arrêter. D'accord? Alors là, la chose devient un tout petit peu plus compliquée parce qu'on n'est pas dans un régime où l'accélération est nulle. On est dans un régime où il y a une accélération. Ok? Donc, on a les mêmes forces qui vont intervenir, mais ce coup-ci, contrairement au cas précédent, il y a un tout petit peu plus compliqué. Alors, si je dessine les forces, alors effectivement le vert ça va pas, donc je ne sais pas comment faire. Alors attendez, parce que je dois avoir plus de couleurs. Bon, je le verrai plus tard pour plus de couleurs. Je vais les mettre en rouge, ça vous va en rouge, vous les voyez? Donc j'ai la masse toujours ici. D'accord? J'ai l'accélération qui est là. J'ai la réaction qui est là. Et j'ai T qui est là. Ok? Donc c'est toujours pareil, si je me définis ici un repère, alors ici je vais le définir dans le sens qui m'intéresse et il se trouve qu'il est direct. Alors ça c'est toujours un problème, donc je vous dis qu'on a discuté en TP hier, vous prenez le repère que vous voulez, il se trouve que celui-là il est direct. Alors dans le TP sur la parabole c'est très compliqué parce que vous le voyez de côté et de face, donc en général c'est assez facile de le définir. Donc si je le fais comme ça, donc ça c'est le point 1, ça c'est le point 2. Vous avez ici l'accélération, ici la réaction, ici le coefficient, le frottement. Et alors du coup, G il se retrouve toujours au même endroit, hein. Lui il n'y a pas de raison qu'il ait bougé. Et MG il se retrouve là avec le coefficient alpha qui est là. Ok ? Voilà, donc là on a le dessin, maintenant on va le projeter.
d'accord, c'est le point 3. Si je projette, j'obtiens simplement que A, enfin MA, est égal à T plus MG sinus alpha. D'accord? Ça, c'est pour la partie OX. Et puis, j'ai aussi que sur la partie OY, j'ai toujours R est égal à mg cos θ. Cos alpha, pardon. Ok, ça, c'est mes deux équations. Donc, les équations du mouvement, elles sont très faciles. Hein, c'est que V est égal à V0 moins AT. Ok. Puis Vx, enfin, ça c'est ouais, Vx si vous voulez. Bon, Vy est égal à 0, évidemment. Hein. Et enfin, la position, vous avez x qui est égal à 1,5 de gt2, moins 1,5 de at carré, plus v0 x au carré, plus x0, on va la mettre égal à 0, et puis y est égal à 0. Voilà. Ça, c'est les équations du mouvement. Donc si je reprends, alors le vert vous n'aimez pas, donc on va reprendre le rouge ici. À partir de là, j'obtiens simplement que l'accélération, c'est égal à g facteur de sinus alpha plus k cosinus alpha. Donc ça, simplement, on peut voir précédemment, parce que vous utilisez simplement le fait que vous avez t qui est égal à k cosinus alpha. Donc ça, vous prenez ces deux équations-là, et vous obtenez simplement que vous avez A qui est égal à G sinus alpha plus K cosinus alpha. Ok. Donc au sommet de la trajectoire, la vitesse est évidemment nulle. D'accord. Donc si vous reprenez cette équation ici, vous obtenez que ça entraîne que t est égal à V0 sur A. Ok, simplement si vous écrivez V est égal à 0, t est égal à V0 sur A. Ce qui entraîne que vous avez X, si vous reprenez cette équation-là, et vous obtenez simplement que X est égal à moins 1,5 de A facteur de V0 sur A au carré plus V0 facteur de V0 sur A. Ok. Et si vous faites tout ça correctement, ça vous fait 1,5 de V0 carré sur A. Ok. Et si vous trouvez tout ça ensemble avec ce que vaut A, vous trouvez que ça vaut 1,5 de V0 carré sur G facteur de sinus alpha. Alors, je vais le mettre ailleurs pour que ça soit un peu mieux écrit. Je vais l'écrire en dessous. Et ça, c'est égal à 1,5 égal à 1,5 de V0 carré divisé par G facteur de sinus alpha plus K cos alpha.
Voilà. Est-ce que dans ceux qui l'avaient fait, il y en a qui avaient trouvé ce résultat? Non? Alors s'il y en a qui l'ont fait et qui ne l'ont pas trouvé, veulent le travailler avec moi après le cours, vous pouvez venir me voir et je pourrai travailler avec vous, regarder où vous êtes trompé et ce qui ne s'est pas passé. Ok? Puis pour ceux qui ne l'ont pas fait, ben, vous pouvez regarder les solutions et essayer de retrouver ce truc-là. Ensuite, on vous avait donné le 3-7. Donc je vous laisse 2 minutes pour copier la correction. Donc le 3-7, on avait commencé ensemble, on s'était arrêté où? La fin de la question 4. Bon, on l'avait fini en fait, le 3-7. On l'avait fini, le 3-7. Ouais, mais c'est l'application numérique, donc ça vous ferez tout de même. Je crois que je ne l'ai pas fait, l'application numérique. Alors, ensuite, ce qu'on va faire tout de suite... Ouais. Vous n'avez pas oublié un moins 1,5 d'ailleurs pour la dernière ligne? Non, il y a un demi qui est là, il est mal écrit, mais il est devant. Oui, mais pourquoi il n'y a pas moins 1,5? Alors, parce qu'en fait, vous voyez que c'est un plus V0 carré sur A, moins 1,5, et ça fait aussi V0 carré sur A. Donc ça vous fait 1 moins 1,5, ça vous fait 1,5 ici. Donc c'est bien un plus 1,5. De toute façon, le X n'est pas négatif, là, forcément. Du coup, la distance qu'il parcourt avant de s'arrêter, on voit comment? Vous voulez le résultat numérique? Non, mais là, du coup, c'est quoi, c'est quoi qui représente du coup la distance qu'il parcourt avant de s'arrêter sur... Ça? C'est ça? X est égal à ça. Ça, c'est une distance? Ben, X est égal à ça. Alors, dimensionnellement, V0 carré, c'est des mètres. Alors ça, on peut le regarder si vous voulez. Ça, c'est des mètres par seconde au carré, divisé par des mètres seconde moins 2. Dimensionnellement, c'est bien des mètres. Ok? Vous l'aviez préparé cet exercice? Non, j'avais continué celui qu'on avait dit. D'accord. Bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, sur cet exercice, bon, vous avez tout réussi à le faire, hein. Il est particulièrement simple. Donc, c'est le 3 combien déjà? Le 3, 8. Alors, la faute que vous avez fait la plus classique, c'est quand vous projetez. Donc ça, je voudrais passer un peu de temps là-dessus parce que c'est une faute très courante et dans laquelle on se fait tout savoir. Vous n'êtes pas les seuls, tout le monde se fait avoir au moment de projeter. La seule chose, c'est quand je fais des fautes, je m'en rends compte. Alors faites attention vous quand vous le faites. Donc on a un petit parachutiste. Alors je vais faire l'approximation du parachutiste sphérique, hein. Donc le parachutiste sphérique, c'est ça. Et alors les forces qui s'appliquent dessus, c'est évidemment mg, c'est F, petit f, pardon. Et puis ici, vous avez une accélération et puis une vitesse. Alors c'est un peu le merdier parce que j'ai tout superposé, hein, d'accord? Et le repère, on va le prendre comme ça. On va l'appeler Z ou X ou ce que vous voulez. Z, c'est peut-être mieux. Alors ce que vous allez appliquer, c'est évidemment la relation fondamentale de la dynamique. Et alors c'est là où c'est important de faire les choses pas à pas, parce que vous allez appliquer que F plus mg est égal à ma, mais n'oubliez pas que tout ça, c'est des vecteurs. Donc tant que vous n'avez pas projeté, c'est bien des plus ici. D'accord? Tant que vous écrivez une relation qui est vectorielle, c'est toujours des plus. Or, il y a beaucoup de gens qui mélangent les vecteurs et les projections de vecteurs. Donc ils me disent, mais attendez, le mg, il est vers le bas, donc je mets un moins ici. C'est pas vrai. Ici, tant qu'on parle de vecteur, ça sera toujours un plus. Quand on va le projeter, ça va devenir un moins. Mais tant qu'on parle de vecteur, c'est bien un plus. De même, l'accélération, les gens me disent, mais l'accélération est vers le bas, donc je mets un moins. Non, l'accélération, pour l'instant, c'est un vecteur. Tant qu'on ne l'a pas projeté, c'est un plus. Maintenant, si on la projette, là, c'est plus la même soupe. Si on la projette, effectivement, il faut bien regarder les signes. D'accord?
Alors, on a F égale moins KV, hein. Donc on va regarder quand même ce que ça donne. Alors si on projette, on va regarder qu'effectivement la force est vers le haut. Donc on a KV, ça c'est vers le haut, moins MG, qui est égal à moins MA. Et là, je suis d'accord avec vous qu'à partir du moment où on projette, il faut regarder les signes, savoir si ça va vers le haut ou vers le bas. D'accord? Donc à cet endroit-là, il faut regarder les signes. Pourquoi t'écris pas, toi? Donc ça, ce que je vous raconte, c'est vraiment important parce que des fois, on arrive à des aberrations à cause de ça. Donc si vous arrivez à un truc complètement con, du genre une vitesse, un truc est en train de remonter au lieu de descendre, enfin vous voyez, vous jetez un mobile et puis il est en train de remonter, c'est souvent parce que dans les projections, on s'est planté, on a mis un truc dans le mauvais sens. N'oubliez pas que tant qu'on est sur des relations vectorielles, c'est toujours des plus. Quand vous en arrivez là, vérifiez avec votre bon sens. Ouais. Du coup, si on projette, on trouve bien moins mg et moins a. Mais le kv, du coup, il est dans le même sens que z. Du coup, c'est toujours moins kv. Ou c'est... Non, Alors justement, quand vous en êtes à cette étape, d'accord. je comprends pas le signe du kv. Alors attendez, quand vous en êtes à cette étape, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser votre bon sens. D'accord? KV, il est vers le haut, c'est la force. Donc c'est un plus. Vous avez gradué le plus vers le haut. Mais le f, on a dit que c'était moins kv. Donc le f, il est dans le même sens que z. Non, mais V vers le bas, donc moins KV, ça va vers le haut. Non, si V est vers le bas, un vecteur fois moins, il est dans l'autre sens. Oui, Donc V est vers le bas, moins KV est vers le haut. oui, moins kv vers le haut. Donc f, il change pas. Attendez, là vous êtes... Essayez de me la faire doucement. Attendez, essayez d'y aller doucement et de ne pas tout mélanger. Allez-y, commencez votre phrase, allez doucement. Je sais que j'essaie, mais vu que, Non, mais partez pas perdante. vu que le f, il est dans le même sens que le z. Ouais, F, on a dit que c'était moins kv. ouais. Pourquoi est-ce que si on ne change pas de sens à ce moment-là, c'est pas un moins kv? Si on le garde tel quel, pourquoi est-ce qu'on met que kv si on projette? Vous pouvez me remettre tout ça dans l'ordre? On refait. Là, on a projeté. Du coup, on a z qui est vers le haut. Ouais, Donc mg et ma, c'est vers le bas. ouais, On a dit que f, c'était vers le haut. ouais, On a dit que f, c'était moins kv. ouais. Donc si le f, il ne change pas, pourquoi est-ce que le moins devient plus? Ah, celui-là? Oui, celui-là. Ah, Oui, c'est celui-là que le moins. et vous faites encore la même erreur. Là, on est en train de parler de vecteur. D'accord? Le vecteur V, il est vers le bas. Ok? Ah, c'était moins. Donc, moins. Mais, non, mais c'est important ce que vous dites là. Là, et ça, c'est exactement le cœur du problème que je vous suggère. Là, on est en train de parler de vecteur, là, on est en train de parler de projection. Et vous êtes dans votre phrase, vous me mélangez les deux. La première moitié de votre phrase, vous me parlez de vecteur. La deuxième moitié de votre phrase, vous me parlez de projection. Et vous mélangez les deux. C'est vraiment l'erreur sur laquelle je voudrais vous pointer. Ici, j'ai bien f égale moins kv en vecteur. Attendez, laissez-moi parler. Et on va raisonner doucement. F égale moins kv. Où est ma pointe là? Elle est là. F égale moins kv en vecteur. V, il va vers le bas. Donc moins kv va vers le haut. Ça, on est en train de raisonner en vecteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement-là? Maintenant, tac, je trace un trait. Maintenant, je parle en projection. Et je ne mélange jamais les deux raisonnements. D'accord? Les deux n'ont aucun rapport. Or, dans votre raisonnement, si vous demandez à votre voisin de vous répéter ce que vous avez dit, à un moment, vous m'avez mélangé ça et ça. Vous m'avez dit, mais pourquoi le vecteur est vers le haut, alors la projection est vers le bas? Ça n'a rien à voir. D'accord? Ça va me permettre de faire mon dessin, parce qu'effectivement, comme KV, le vecteur est vers le bas, le F est vers le haut. À partir de là, vous l'avez projeté à partir de votre dessin. Vous oubliez complètement ça. D'accord? Et si vous regardez ça, quand vous projetez, vous voyez que ça c'est vers le haut, donc c'est KV, ça c'est vers le bas, c'est moins mg, etc. L'accélération est vers le bas, c'est moins ma. D'accord? Et dans votre phrase, vous aviez commencé à me dire pourquoi ça c'est vers le haut, alors ça c'est vers le bas. Donc en fait, vous aviez commencé à regarder les vecteurs pour en déduire quelque chose sur les projections.
Or, le signe qu'il y a dans un vecteur n'a rien à voir avec le signe qu'il va y avoir sur sa projection. Ok? Ça, c'est vachement important, hein. C'est exactement le point important que je voulais souligner. D'accord? Et c'est vrai pour tout le monde. Allez, pour contaminer tout le monde. On prend votre nom à la sortie, là, c'est bon. Bon, alors, quand on en est là, bon, bah, à partir de là, c'est trivial. Bon, donc, vitesse limite. Vitesse limite, ça veut dire A égale 0. Et vous trouvez directement que K est égal à mg sur V. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il m'avait dit qu'il fallait faire, le chef? Il faudra que j'avance un peu, sinon je ne vais pas m'en sortir. Ça y est, il se barre, il est en train de partir. Ah, il faut que je me dépêche un peu, là. Bon, donc ça, c'était la question 1. Donc la question 2, je vais la faire un petit peu lentement, mais finalement, on va essayer de faire ça assez vite. Donc, la question 2, c'est exactement la même que la question, que l'exercice d'avant, donc on va essayer de la faire assez vite, d'accord? Donc, finalement, si on reprend la relation fondamentale de la dynamique, d'accord? Et vous écrivez simplement que M, que dV sur dt, plus, alors le plus, ça va être K sur M, V est égal, alors le terme constant, ça va être F sur M. D'accord? Donc vous trouvez que la constante de temps, du problème, c'est simplement K sur M. Hein? Si, excusez-moi, c'est G. C'est G là. Ok. Donc la constante du temps du problème, c'est K sur M. Alors pour ça, je vous invite à revoir l'exercice 3, 8, 3, je sais pas combien. Donc ça, exercice 3,7. Donc le 3,7, je vous invite à le refaire, parce qu'en fait c'est le même. Pour arriver à 7A, vous regardez le 3,7. Donc la constante de temps dans ce problème, alors je vous rappelle que la constante de temps, quand vous avez un problème de ce type, si vous regardez en fonction du temps, la vitesse, vous avez ici la vitesse limite, et en fait la constante de temps, elle est là. Donc le taux, c'est en gros la largeur à mi-hauteur de ce bazar. Ok? Donc ce qu'on peut faire extrêmement simplement, c'est simplement calculer ce que vaut ce taux. Ok? Alors ce taux, il dépend de la masse. Hein, d'accord? Plus la masse est grande, plus ce taux est petit. Alors c'est assez logique parce qu'en fait, bon, c'est assez intuitif. Plus vous êtes lourd, quand vous sautez dans un truc, plus vous allez... je vais vous les envoyer, ne vous inquiétez pas. Donc ouais, pour ceux qui le cherchent, alors le Moodle, vous y allez, vous avez tous les trucs. Donc c'est pas un souci. Et vous avez même ce que je raconte avec. Si vous allez sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, il n'y a que ça. Donc c'est pas palpitant, mais il y a ça. Ça me fait, je sais pas, vous êtes combien? Ça va me faire 30 abonnés, c'est déjà pas mal. Avec les étudiants de master, ça m'en fera 30 de plus. Donc je vais pas gagner fortune avec, mais ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Avec des trucs aussi chiants, avoir 30 abonnés, c'est quand même... Donc on va mettre des chiffres, hein, tout bêtement là-dessus.
Donc on va regarder. Donc K sur M, c'était mg sur V. Si vous regardez la dimension du problème, vous voyez que ici, dv sur dt, K sur M, c'est à l'inverse d'un temps. D'accord? Donc le temps, c'est M sur K en fait. D'accord? Donc, hein? Attendez, je vais regarder cette équation. La définition de M sur K, on a K qui est égal à mg sur V. D'accord? On l'a calculé ici, hein, la vitesse limite, vous savez ce qu'elle vaut. La vitesse limite, c'est mg sur K. Donc, si vous regardez l'équation que vous avez dv sur dt plus un K sur mv est égal à g. Donc, si vous regardez dimensionnellement, vous voyez que dans ce truc-là, vous avez m sur K qui est dimensionnellement un temps. Alors, comment vous voyez ça? Vous voyez simplement que ici, vous avez dv sur dt, c'est une vitesse divisée par un temps. D'accord? Ici, vous avez une vitesse. Donc, il faut nécessairement que m sur k soit égal à l'inverse d'un temps pour qu'on ait la même dimension ici et ici. D'accord? Donc, vous en tirez que m sur k, c'est un temps. D'accord? Donc, c'est le temps qui nous intéresse. Alors, si vous regardez ce que vaut m sur k, d'accord? M sur k, si vous reprenez tout à donc vous remplacez, ça fait m sur mg fois v, d'accord? Et vous trouvez que ça fait v sur g. Donc vous trouvez simplement 200 divisé par 10 et vous trouvez 20 secondes. Ok? Donc ce que vous pouvez conclure ici, c'est que on est à 3 secondes, on est très loin d'atteindre la vitesse limite de notre parachutiste. Alors, je vais faire un petit commentaire qu'on m'a demandé là-bas sur le coefficient alpha. En fait, les modèles qu'on prend sur alpha sont très faux, surtout pour un parachutiste, parce que c'est vrai pour un régime, le frottement proportionnel à la vitesse, c'est vrai pour des régimes laminaires, ce qui évidemment est très très faux dans le cas de régime turbulent, c'est-à-dire qu'on va vite en fait. Alors, le alpha, en général, il dépend de la vitesse. Il dépend même violemment de la vitesse. D'accord? Et il dépend aussi très fortement de la forme. C'est pour ça, évidemment, que quand on ouvre un parachute, on a une forme qui permet d'augmenter violemment le alpha. D'accord? Alors, il faut savoir que, par exemple, les oiseaux qui pêchent, ils utilisent ce alpha. Ça, c'était le sujet de l'examen de l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils se mettent, quand ils sont en piqué, ils rentrent quasiment à la vitesse limite. D'accord? Et par contre, ils arrivent à maîtriser le truc pour aller récupérer un truc au sol qui va. Ils ouvrent les ailes pour changer le alpha, pour ressourcer comme ça. Et ils chopent une bestiole au niveau du sol ou un oiseau qui est dans l'eau. Donc ils ont quand même une maîtrise de la chose qui est assez phénoménale. Parce que pour ressourcer comme ça à 1 mètre du sol, il faut quand même être joueur. Je veux dire, c'est un truc. Ils arrivent à 100 km/h et ils arrivent à récupérer comme ça. Bon. Et alors vous avez effectivement alors si vous pouvez calculer, ce qui est intéressant, c'est combien de temps il faut, quelle hauteur il faut pour qu'un parachute claque et vous ramène à une vitesse raisonnable. Alors vous voyez qu'en fait pour que ça marche, il faut quand même que vous sautiez à minimum à 300-400 mètres en ouverture automatique. D'accord? Pour que ça puisse s'ouvrir. C'est pour ça que s'ouvrir et vous ramener à une vitesse. Parce qu'en fait le problème c'est que les premiers mètres de chute, vous allez atteindre assez vite une vitesse limite et en fait c'est les premiers mètres vous tombez beaucoup. Après il faut que le parachute s'ouvre et vous ralentisse et ça prend quand même du temps. C'est-à-dire que si vous sautez, c'est au moment où vous sautez, le moment où vous ouvrez le parachute, c'est là que vous perdez pas mal d'altitude. Donc c'est pour ça que les mecs qui font du base jump, en fait ils sont très près de la falaise et ils tombent vraiment au début et c'est ça qui craint quoi. D'accord? En fait, quand vous sautez d'un avion à 3000-4000 mètres, vous risquez quasiment rien parce que vous avez un parachute de secours, vous êtes toujours loin de la falaise, c'est pas très très dangereux. Ce qui est dangereux, c'est quand vous sautez bas. D'accord? Donc alors typiquement, alors, pour vous donner un ordre de grandeur, les voiles qui font des gens qui font du parapente, les voiles, elles font typiquement une vingtaine de mètres carrés.
C'est beaucoup une vingtaine de mètres carrés, hein. Ça commence à faire des trucs, quand vous les ouvrez, ça fait beaucoup. Les voiles des gens qui font, les militaires, ils ont des voiles beaucoup plus petites et ils descendent beaucoup plus vite. Parce que évidemment, le jeu, c'est de ne pas rester en l'air pour un militaire. Et ils sautent beaucoup plus bas. Les militaires, ils sautent à 300 mètres sol à peu près. Et alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous ferait un petit calcul qui est assez marrant. C'est quand un parapente vole, je dis bien en régime stationnaire, quand il vole, s'il n'y a pas de turbulence, vous pourriez mettre du papier journal, ça suffirait pour le tenir en l'air. Parce que sur 20 mètres carrés, la pression est absolument ridicule. Vous mettriez du papier journal, ça suffirait pour le faire tenir. Alors, évidemment, le problème, c'est quand il décolle et qu'il atterrit ou s'il y a des turbulences, là, bon, je ne le ferai pas voler avec du papier journal. Mais en fait, 24, si vous prenez un mec de 100 kg, vous mettez sur 25 mètres carrés, vous apercevrez que la pression sur la toile est quasiment zéro, quoi. Voilà. Donc, et là, par contre, évidemment, le but, c'est d'avoir un coefficient alpha qui est phénoménal, parce que vous avez un truc qui est carré, mais il n'y a pas pire comme coefficient de frottement, quoi. Donc, vous arrivez à des trucs énormes. Bien, donc voilà ce qu'il en est pour ça. Donc, ceux qui ont travaillé les exercices, ils pourront venir me voir pour les corrections. Donc, on va passer au mouvement de rotation. Alors, les mouvements de rotation, on va faire des choses très très simples en fait dessus, parce que ça peut très vite devenir casse-pied. Hein? Et alors, les mouvements de rotation, en fait, le problème, c'est qu'on va vous faire travailler les bases, enfin les coefficients de rotation sphérique, ouais. Et une troisième question, attendez, c'est quoi quand vous demandez la troisième question? Ah ben la troisième question, mais c'est ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire quelle est la vitesse limite. Bon, vous voulez que je vous donne le résultat? Bon allez, troisième question. C'est bien pour vous que je le fais. Troisième question. Bon alors, la vitesse limite, c'est mg sur k. Alors le parachutiste il fait combien? 70 kg, c'est pas un gros gabarit. Hein. X 10 sur k qui vaut 350. Donc je pense qu'il a fait exprès, ça fait exactement 2 mètres par seconde. Et alors pour passer un km/h, il faut multiplier par 3,6, c'est ça ou diviser, je sais jamais. Il faut multiplier, c'est ça? Donc ça fait 7 km/h. Donc 7 km/h, vous pouvez poser l'engin sans problème. Ce qui est dangereux, c'est quand vous êtes au sol, que vous ayez un coup de vent, parce que près du sol, c'est là qu'il y a le plus de turbulence. Donc, si vous prenez un coup de vent mal placé, là j'ai un copain qui a failli se tuer il n'y a pas longtemps avec ça. Voilà. C'est bon? Bon, donc en fait, là, on va vous faire utiliser les coordonnées polaires, machin, et vous allez voir que pour décrire une rotation, c'est vachement pratique. Ok? Et on est parti avec le 4-1, dans la joie et la bonne humeur. 4-1, allez, feu! C'est au moins dériver ce que vous avez fait en cours, c'est-à-dire dériver la position, la vitesse, l'accélération en coordonnées polaires. C'est un exercice qu'on avait posé en partiel l'année dernière. Alors souvent, on a l'impression de vous faire un cadeau, puis en fait, on fait un cadeau à ceux qui travaillent un minimum, et puis en fait, on fait une cata avec beaucoup d'entre vous. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, c'est l'exercice 4.1. Donc l'exercice 4.1, donc sur le mouvement dans le plan. Hein. Donc je vous rappelle, alors la première chose qui est souvent une source d'erreur, c'est que vous avez deux vecteurs UR et UT. Alors je ne sais pas comment il les note lui, enfin bon bref. La première chose à laquelle il faut faire attention, c'est que dans la position, vous avez OM. Alors, il note R ou ρ, je ne sais plus comment il note le truc. Enfin, R ou ρ. Vous avez ρ qui est égal, OM qui est égal à R u ρ.
Et le vecteur Uθ n'intervient pas dans la position. Il y a toujours des gens qui auraient envie que Uθ intervienne dans la position, puisque vous avez deux vecteurs qui sont Uro et Uθ. Eh bien, Uθ n'intervient pas dans la position du point M. Il n'y a que le vecteur Uro qui intervient. Alors, je sais que c'est perturbant au départ, hein, mais c'est comme ça. Et ça vient du fait que le vecteur Uro, c'est un vecteur qui bouge. Donc, on n'a pas besoin de l'autre pour exprimer ça. Alors, deuxième chose, c'est que quand vous avez ici, quand vous voulez calculer la vitesse, ben vous dérivez OM. Et vous obtenez simplement un terme ρ.Uro. Il ne faut pas oublier que justement, comme le vecteur Uro, il se promène, ben, il faut le dériver aussi, parce que la dérivée de Fg, c'est f.g plus Fg. Donc, il ne faut pas oublier son petit copain qui est là. D'accord? Il y a aussi la dérivée de Uro, parce qu'Uro, il se promène. D'accord? Et l'astuce qui est alors ultra classique et qu'on va faire partout, c'est que ça, c'est ρ.Uro plus ρ. Hein? Quel angle? Mais non. Et comment il le note dans son cours, Julien? Il note comme... Ah, c'est un euro chez lui. C'est pas des U chez lui. Il n'est pas U pour le vecteur unitaire. D'accord, je vais mettre des E alors. Je vais vous mettre des E. Oh. Ouais, mais c'est chiant parce qu'il faut faire attention à ne pas faire les E comme des ρ, quoi. Putain, on dirait un autre euro. Putain, c'est chiant. Hein? La queue du roi, elle part à gauche. Ouais, la queue du roi, elle fait un zigzag. Ah, la queue du roi, il fait un zigzag, lui. Elle Eh, ça vous gêne si je mets des U, ça va me casser. Hein? En fait, c'est un E à l'envers, le rose. Ah non. Ouais, je vais mettre des U parce que ça va me gonfler cette histoire. Ah, parce que sinon, je sens que ça va me gaver, ça. Donc, Bon, vous avez tous compris parce que là, ça va me gonfler cette histoire. Donc, alors, la grosse astuce là que vous allez utiliser, c'est que vous allez utiliser que le U, la dérivée. Donc, ça, c'est important par contre. La dérivée de Uro par rapport au temps. On va écrire que c'est ρ. Et la dérivée de Uro par rapport au temps, on va écrire que c'est d de θ par rapport au temps fois la dérivée de Uro par rapport à dθ. D'accord? Et alors là, il y a un truc qu'il faut vraiment que vous sachiez, parce que c'est une astuce toute bête. C'est que vous prenez ici le terme Uro, le vecteur Uro, le vecteur Uθ. Donc vous savez que Uro et Uθ, c'est les vecteurs de base en coordonnées polaires. Pour passer de l'un à l'autre, c'est facile, vous dérivez par θ. Donc d de Uro sur dθ, c'est Uθ. D de Uθ par rapport à θ, c'est moins Uro. D de moins Uro sur dθ, c'est moins Uθ. D de moins Uθ sur θ, c'est Uro. D de Uro sur dθ, c'est Uθ. Et chaque fois, ça tourne comme ça. Donc c'est facile à savoir ça. Ouais. Vous avez fait quoi pour la troisième ligne Là, C'est ρ delta de quoi sur dt? Rho dθ sur dt, d de Uro sur dθ. Ben ouais. J'introduis un θ de force à la main, si vous voulez. Ah, c'est pas comme notre phi. Ah, c'est le phi. C'est le phi qu'on a dans le truc, non? Attends, Inox, son nom. Ou l'angle, ça va être l'angle θ. Moi, on l'appelle phi. Ah, ça m'étonnerait que vous l'appeliez phi, par contre. On n'a pas eu une notation, c'est et l'angle, on l'appelle phi. Au pire, on l'appelle oméga. Attendez, je vais vous faire un dessin pour qu'on soit bien d'accord. Je vais vous faire un dessin pour qu'on soit bien d'accord. Je prends un point M comme ça.
j'appelle URO ce vecteur-là, Uθ ce vecteur-là. Et oh, là, je vous donne mes notations. Rho, c'est cette longueur-là, θ, c'est cet angle-là. Bah, nous, c'est phi. Ah, il l'appelle phi, lui. C'est pour ça, en fait, on est perturbé parce qu'on vous n'avez pas les mêmes plans. Parce que phi, je le garde pour les coordonnées sphériques, moi, en général. Du coup, c'est rho, c'est dθ sur dt, et à côté, c'est D de URO sur dθ. C'est un θ en bas, ouais. non, mais à côté du dθ. Là, Pas sur ensuite. ça, c'est D de URO sur dθ. Ah, c'est un. Alors, ce que j'ai fait là, alors regardez bien, c'est très simple. Ici, ce que j'ai fait, c'est que quand j'écris, alors ça, je vais vous montrer l'astuce, hein, mais qui est toute bête. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Ici, pour passer de là à là, je fais une astuce que les matheux n'aiment pas. C'est que j'écris que D de URO sur dt égale à D de URO sur dθ, dθ sur dt. Alors ça, les matheux n'aiment pas du tout qu'on fasse ça parce que ça revient à introduire à la main un dθ ici. Vous voyez, il se simplifie le dθ et j'obtiens bien la même chose. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le dθ dans ces fractions, il se simplifie. D'accord? Et j'obtiens bien d de URO sur dt. Donc je l'ai introduit à la main, le dθ ici. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ben, regardez ça. Voilà. En fait, on a compris sur la base que le dθ est utilisé. C'est gymnastique mentale pour passer de phi à rho. Ah, d'accord, c'est ça qui vous gêne. Ouais, c'est très compliqué. Oula, à ce point. Ah non, mais. Le cours, on l'a eu le mardi, je crois. Ah, vous venez de l'avoir, le cours? Ah, d'accord. Je pensais que vous l'aviez eu depuis longtemps. Donc retenez cette astuce-là, parce que c'est celle-là qui va vous sauver dans toutes ces dérivées. Donc deux choses à retenir pour ces trucs-là. Bon, les deux choses à retenir pour ces histoires-là, pour avoir la vitesse, l'accélération. Premier point, n'oubliez pas quand vous dérivez ce produit-là, que vous devez dériver ça, mais vous devez aussi dériver le vecteur, qui n'est pas une constante. D'accord? Donc le vecteur unité, il ne faut pas oublier de le dériver. La deuxième chose qui va vous sauver pour dériver ce vecteur-là, c'est d'introduire à la main une dérivée par rapport à θ. D'accord? Pourquoi? Parce que la dérivée de ce vecteur-là, on le connaît très bien. Chaque fois que je dérive par rapport à θ, je fais une rotation de pi sur 2. Donc si je dérive URO ou euro dans votre cas, je vais obtenir Uθ. Et chaque fois que je dérive, je tourne de pi sur 2 dans ce plan-là. D'accord? Donc les deux astuces, c'est ne pas oublier le terme ici, quand je dérive, et introduire une dérivée par rapport à θ qui me permet d'avoir ce terme-là qui est très facile à calculer. C'est les deux seules choses que vous avez à savoir. Les deux seules choses. Après, si vous le faites correctement, vous calculez la vitesse et l'accélération sans problème. Le seul truc, c'est de ne pas vous planter, de ne pas oublier des termes. Ce qui nous arrive à tous. D'accord? En général, la vitesse, on s'en sort, mais quand on arrive à l'accélération, comme il y a des termes de partout, ça arrive très souvent qu'on en loupe un. En général, on n'a pas besoin de tous les termes. Ok? Mais c'est les deux choses à savoir. Hein. Donc, pour obtenir ces relations-là, vous avez deux choses à savoir, c'est ça et ça. Ok? Donc dans le cours, ça vous a peut-être paru compliqué, mais si on va le faire ensemble, vous allez voir que c'est vraiment simple si on retient ces deux choses-là. Alors, je vous propose de le faire ensemble, dès que tout le monde y est. D'accord? On va le faire ensemble en appliquant ces deux choses-là. Je voudrais juste que j'ai un peu d'attention de votre part, parce que si je le fais, c'est pour vous. Si vous n'avez pas l'intention de suivre, vous me le dites tout de suite et puis je ne le fais pas. D'accord? Parce que contrairement à ce que certains peuvent penser, je sais le faire. Donc si c'est pour moi, ça n'a pas grand intérêt. D'accord? Donc, on va commencer par la position. La position, c'est OM. Ça, il n'y a pas de souci. Qui est égal à ρ URO. Deuxième point, j'applique ce que j'ai dit, la vitesse
c'est d de OM sur dt. Première chose, j'écris que c'est d sur dt de ρ euro. Premier point, j'applique la première chose que j'ai dite. J'oublie pas que quand je dérive un produit, j'ai f' g plus g f'. Donc ça me fait d de ρ sur dt fois euro plus ρ d de euro sur dt. Ça, c'est la première chose qu'on a vue, ne pas oublier de développer les deux termes. Donc ça, je le note ρ point euro, pas de problème, plus ρ. Et la deuxième astuce que je vous ai dit, j'introduis un terme en dθ. dθ sur dt plus, fois, excusez-moi, fois d de euro sur dθ. Et ça, je regarde dans mon petit tableau ce que c'est. J'ai ici euro uθ moins euro moins uθ. Ici, c'est quand je dérive par rapport à dθ. Là, ce qui se passe, je pars de euro, je dérive, donc j'arrive sur moins euro. Okay. Sur uθ, pardon, direct. Okay. Ouais. Donc j'obtiens simplement que ça me fait ρ point euro plus ρ. Ce terme-là, c'est θ point. Et puis ça me fait uθ. Et c'est fini. D'accord? Pas compliqué. Hein. L'accélération va se faire un peu plus chier parce que vous voyez, comme j'ai trois termes là, ben, ça me fait 3 plus 2, ça fait 5. Voilà. Donc là, il faut se remonter les manches et puis il faut essayer de ne pas se planter. Donc allez, c'est parti, c'est toujours la même chose, hein, l'accélération. Ouais. Ce qui Ouais, non, mais je vais juste vous montrer comment on arrive jusqu'au bout. L'accélération, juste que c'est pas compliqué, il faut juste le faire tranquillement. Donc l'accélération, c'est dv sur dt. Donc là, vous voyez, vous avez obtenu la vitesse. Hein, donc c'est, vous voyez. La vitesse, c'est facile, hein, ça se fait en deux lignes. Hein, vous voyez, c'est pas compliqué. dv sur dt, c'est égal à d sur dt de ρ point, tu veux bien écrire toi, ρ point euro plus ρ θ point uθ. Alors pareil, je continue, hein, c'est d sur dt de ρ point euro plus d sur dt de ρ θ point uθ. Bon, ben là on y va, dans la joie et la bonne humeur. Alors, faut rien oublier, c'est ça qui est un peu pénible, là. Donc, on va y aller doucement. Donc, première règle, je n'oublie personne quand je dérive. D'accord? Donc, le premier point, ça me fait d sur dt de ρ point fois euro. Et là, j'oublie pas son copain, ça me fait ρ point d de euro sur dt. Donc, ça, c'est facile. Donc là, j'ai oublié personne. Deuxième truc, là j'en ai 3. Donc il ne faut pas que j'oublie par quelqu'un non plus. Ça me fait un d de ρ point sur dt θ point uθ plus ρ d de θ point sur dt uθ plus ρ θ point d de uθ sur dt. Vous êtes d'accord avec moi? Pour l'instant, j'ai fait qu'appliquer la règle numéro 1. C'est un peu chiant, mais vous voyez, j'ai fait que... j'ai rien fait d'extraordinaire. Hein. C'est rien de compliqué là-dedans. C'est juste que ça devient chiant parce que j'ai de plus en plus de termes. Heureusement qu'on s'arrête à l'accélération, hein, parce que sinon après, ça deviendrait vraiment pénible. Vous avez suivi là-bas ce que j'ai fait? C'est bon? Oui, c'est pas compliqué, hein, je continue. C'est juste chiant. Ouais, bon, voilà. C'est chiant, mais c'est pas compliqué. Il y a des trucs qui sont chiants et compliqués. Voilà, bon, ben je continue. Hein, j'ai dit, alors maintenant, on a dit qu'on faisait quoi? Oui, on va faire l'astuce du dθ maintenant. Voilà,
C'est le troisième truc qu'on fait. Donc alors, dθ sur dt de ρ, ben, on va dire que c'est un ρ point point. Ça paraît pas trop con d'écrire ça. Donc ça fait un ρ point point u ρ. Alors là, alors ce truc-là, ben, on va introduire l'astuce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Donc j'ai un ρ point, on a dit qu'on faisait quoi? On fait un dθ sur dt, d de u ρ sur dθ. D'accord? Plus, bon, on a un premier terme, d de ρ point sur dt, ça fait un ρ point point, d'accord? Alors j'en suis à ce terme-là. Bah, ce terme-là, bah, c'est peinard, il n'y a pas de souci. J'ai un uθ. Attendez, il ne faut pas que j'oublie tout le monde. J'ai un θ point uθ. Pourquoi il n'écrit pas des fois mon truc? Plus ρ θ point point uθ. Bon, là, jusque-là, j'ai rien à faire. Plus. Alors là, je vais à nouveau utiliser mon astuce de uθ sur dt. Donc à nouveau, j'utilise l'astuce qui va bien. Ça me fait ρ θ point. Ouais. Et c'est bon, c'est revenu. Et là, j'utilise la même astuce. J'ai un d θ sur dt, d de uθ sur dθ. Ok? Bon, ben là, je suis presque au bout. Alors, je pense que je me suis pas planté. Hein, alors ça. Par contre, on se plante vite dans ces conneries parce que si on va trop vite, là, je pense qu'à cette vitesse, c'est bon, je ne peux pas trop m'être trompé. Donc, ça, c'est la dernière ligne. Hein. J'ai ρ point point u ρ plus ρ point, ça, c'est un θ point. Alors là, j'utilise la même astuce d de u ρ sur dθ. Je regarde mon petit schéma, je vois que ça fait uθ. Donc, j'ai un uθ ici. Plus ce terme-là, il ne bouge pas. J'ai ρ point point θ point uθ. Ce terme-là, il ne bouge pas. J'ai un ρ θ point point uθ. Plus ρ θ point θ point. Et ce terme-là, par contre, il bouge. Alors, il bouge un peu de façon. J'ai la dérivée de uθ. Alors, si je regarde, uθ, ça fait... Oh! La dérivée de uθ, si je regarde bien, ça fait... Oh! Ouais, c'est lui qui a un problème de connexion. La dérivée de uθ, ça fait moins u ρ. Bon, ben voilà, ça fait moins u ρ. C'est comme ça, c'est la vie. Moins u ρ. Voilà. Et après, je regroupe tous mes termes. Hein. Donc, les termes en u ρ, j'ai ici un ρ point point. Et j'ai ici un moins ρ θ point carré. Bon, j'y vais. Hein. Ça fait un ρ point point moins ρ θ point carré u ρ. Et alors, j'ai les termes en uθ. Donc, en uθ, j'en ai un là. Ρ θ point. Et j'ai... alors, attendez, j'ai quoi encore? J'ai ρ θ point point. Et là, je me suis planté parce que c'est un ρ. J'ai un ρ point θ point là. Ouais, c'est un ρ. Oui, non, je me suis planté. Il y a un endroit où je me suis planté. Personne ne l'a remarqué, mais là, c'est un ρ. Là, c'est un ρ. Personne ne l'a remarqué, mais là, je me suis planté. Et donc, il me reste 2 ρ point θ point plus ρ θ point point. Moins ρ θ point carré. Là, je vais le réécrire proprement.
Voilà. Donc ça, vous l'avez de toute façon dans votre cours. Ce que je veux vous montrer, c'est que finalement, vous avez 3 trucs à savoir. C'est-à-dire qu'il faut dériver proprement les produits. Ça, c'est clair. Ensuite, vous avez cette petite astuce que j'ai utilisée là, là et là. Donc, dès que vous avez une dérivée d'un vecteur, c'est-à-dire d'introduire à la main une dérivée par rapport à θ. Et ensuite, vous avez simplement cette petite astuce que quand vous dérivez par rapport à θ, vous faites le tour ici du truc. Ouais. Où ça? Dans la deuxième parenthèse, c'est pas plus rho, θ, point, ok. Non, c'est non, parce qu'il y a un moins qui apparaît ici. Quand je dérive ici uθ par rapport à θ, vous voyez, si je suis sur ce vecteur-là, quand je tourne de pi sur 2, j'ai un moins 0 qui apparaît. Dans ma leçon, et là chez vous, on n'a pas la même chose. Ah non, c'est un plus, oui. Là, vous voulez dire? Ouais, c'est un plus, mais Oui, c'est c'est un un θ, point, point. Il y a 2 points sur le θ. Rho θ, point, point. Où ça, attendez? Dans la parenthèse après le plus. Après le plus? Ouais, rho, θ, point, point normalement. Toi, j'ai juste un point ici. Là, vous voulez dire? On peut voir. Ça m'étonne. Ah oui, oui, non, excusez-moi. Oui, il vient de ce terme-là. D'ailleurs, il était fait parce qu'il vient de ce terme-là. Ouais, ouais. C'est un rho θ point point, tout à fait. Ouais. J'ai une question. Bougez pas, je suis à vous dans le. C'est un rho θ point point qui vient de là. Vous avez tout à fait raison. La semaine dernière, je vous avais dit que j'avais commencé l'exercice 4. C'était l'exercice 4 du TD2. Ouais, bon, on va le faire ensemble. On avait fait ça et vous m'aviez dit de refaire dans le refaire avec le prof, mais Bon, on va le faire ensemble. vous m'avez dit de faire d'abord ça, puis après. Non, on va le faire ensemble, bougez pas. Vous avez 2 minutes là? Ouais. Alors, 4 TD2, alors attendez. C'est le TD2 exercice 4. TD2, exercice 4. Ouais. TD2, exercice 4. Alors, attendez. Voilà, celui-là. Avec les deux. Ouais, alors qu'est-ce qui vous a posé problème? Je l'avais déjà fait, mais j'avais fait. Bon, alors, on va regarder ça. Alors, les projections. Et je savais pas les angles, c'était des. Ce que c'était. Je sais pas si c'était Les les angles. J'ai pris les repères un comme ça. Ah d'accord, un comme ça. Alors, il faut que je fasse un petit dessin pour voir les angles. Parce que... Vous m'aviez dit. Ouais, non, non, mais ce comme qu'il y a, ça, c'est que comme vous ça. faites des choses sans dessin, mais alors moi j'ai vachement de mal.